Eh bien, il est évident que ces récits ne reposent sur rien. Ils sont idiots. Je veux dire, certains de ces récits, surtout dans la presse britannique, sont les pires de tous. Les Russes mangent des pigeons. Les Russes se mangent entre eux. Poutine renvoie des hommes sans jambes au front. Enfin, tout ce qu'ils peuvent inventer pour se surpasser en stupidité et en ridicule, ils le font, tambour battant et fanfare en tête. Quiconque regarde la carte, oui, la carte n'avance pas aussi vite que, disons, eh bien en réalité, elle avance plus vite que la plupart des fronts de la Première Guerre mondiale sur le front occidental jusqu'à l'effondrement. Et puis, quand l'effondrement est arrivé, oui, il n'y avait plus de gouvernement allemand, plus d'armée allemande. Et tout à coup, tout était fini, parce qu'à ce moment-là, on pouvait simplement entrer. Les Alliés occidentaux n'ont jamais mis le pied sur le sol allemand pendant toute la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce que l'armée et le gouvernement allemand se soient complètement effondrés. Ensuite, ils sont entrés avec très peu d'obstacles sur leur chemin. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne, en ce moment même, elle engage toutes les réserves stratégiques dont elle dispose autour de Dobropilya, dans la région de Zaporizhia. À Donetsk aussi, ce sont deux villes, ou plutôt deux localités, différentes. Ils sont arrivés très vite et très fort dans le nord, peut-être même trop vite et trop fort, parce que, et c'est ce qui était intéressant, ils ont avancé rapidement, franchissant les nouvelles lignes russes à toute allure. Je veux dire, ils ont perdu beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel, car ils ont tendance à ne pas ménager, vous savez, ni leurs hommes, ni leur équipement. Ils les jettent simplement dans la machine à broyer autant que possible. Et puis, environ 3 ou 4 jours après le début de tout cela, tout à coup, la Russie commence à bombarder les ponts qui traversent les rivières au nord, ceux qu'ils disaient que les Ukrainiens utilisaient pour passer. Et leur progression commence à s'effondrer. Donc c'est l'une de deux choses. Soit la Russie a été prise par surprise, voilà les Ukrainiens, soit tout cela était planifié à l'avance. On replie sa ligne pour attirer l'ennemi de plus en plus loin à l'intérieur. La raison pour laquelle les ponts n'ont pas été frappés au départ, c'était pour que l'ennemi fasse entrer le plus de soldats possible dans ce nouveau piège. Ensuite, ils commencent à faire sauter tous les ponts afin qu'ils ne puissent plus recevoir de ravitaillement ni de renfort. Ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont. Et ensuite, depuis 1 jour et demi environ, ils ont commencé à faire sauter les ponts il y a environ 2 jours et demi. Les rapports faisant état d'une quelconque avancée se sont pratiquement arrêtés. Je veux dire, ils continuent à faire des affirmations, mais ils n'ont aucune preuve vidéo, ni aucune autre preuve d'une avancée. La Russie a déjà fait ça plusieurs fois. On laisse l'ennemi s'enfoncer, puis on commence à le frapper sur les flancs quand il entre dans la zone de tir préparée. Donc c'est peut-être ce qu'on voit ici. À part ça, juste quelques contre-attaques localisées, généralement pour reprendre un petit bout de terrain pour une raison quelconque, ou simplement pour la communication. Et d'ailleurs, tout cela s'est produit juste avant la conférence de Munich. Donc, les Ukrainiens lancent généralement une sorte d'assaut suicidaire avant chacune de ces conférences, sur ordre de Zelensky, parce qu'ils ont besoin de relations publiques en ce moment, pour montrer qu'ils sont toujours vivants et qu'ils se battent, peu importe leur perte. À part ça, le reste du front avance dans la bonne direction. Enfin, la bonne direction pour la Russie. La bonne direction pour quoi, au juste? Il y a des avancées tout le long des zones frontalières dans la région de Sumy. Ils regroupent ces petites zones tampons dans la région de Vovchansk. Dans l'oblast de Kharkiv, c'est la même chose. Kupiansk a été repris morceau par morceau. À Kostiantynivka, les forces russes combattaient dans l'est. Dans le sud-est de Kostiantynivka, les forces russes ont désormais progressé jusqu'à la partie sud-ouest de la ville. Une rivière traverse le centre
et la divise en deux. Elles sont arrivées tout près de ce qu'on appelle aujourd'hui Krasnoï. Juste au nord de là, les forces russes ne combattent pas vraiment à l'intérieur de la ville. Elles la contournent et coupent la dernière ligne d'approvisionnement. L'idée est d'isoler ces forces de front pendant que l'ennemi est encore ravitaillé, puis de les épuiser de cette manière. Depuis Krasnoïe, on descend directement vers Sloviansk, au sud et en contrebas, donc tout avance dans la bonne direction. Je veux dire, encore une fois, quand on regarde certaines des choses que disent même ces généraux, on ne peut que se poser des questions. Par exemple, le représentant Bacon, qui est un général de l'armée de l'air à la retraite, il diffuse, tu sais, des informations issues de la presse britannique, laquelle les aurait obtenues des bureaux de renseignement de Kiev, évidemment absolument véridiques. Les histoires du fantôme de Kiev et de la fille des chars, selon lesquelles la Russie perdrait 27 personnes pour chaque Ukrainien. Eh bien d'abord, c'est ridicule, c'est du n'importe quoi. On ne subit pas de telles pertes quand on a la supériorité aérienne, la supériorité de l'artillerie, la supériorité de l'armement en général. Ensuite, qui enrôle de force des gens dans la rue? Qui a connu 100 000 désertions rien que dans le premier mois et demi de cette année? D'après leurs propres aveux, 90% de leurs remplaçants viennent actuellement de rafles. Oui, non. Les chiffres n'ont pas beaucoup de sens. Il y avait aussi à un moment donné, il y a eu ces articles dans les médias britanniques où ils ont dû rendre compte de toutes ces histoires, tu sais, du fantôme de Kiev et de toutes ces fables. Et ils ont reconnu que non, ce n'était pas réel, mais que c'était en quelque sorte l'histoire dont on avait besoin à ce moment-là. C'était un moyen de remonter le moral. Donc, plus ou moins, il est désormais assez clair que, tu vois, on vend des récits, pas forcément la réalité. C'était une belle histoire de résistance. Et donc, oui, on l'a adoptée. Mais c'est problématique. Désolé. Laissez-moi poser une dernière question, car je viens de me rappeler qu'il y a eu des discussions à Moscou au sujet d'une possible scission. D'un côté, il y a des personnes comme Kirill Dmitriev qui pensent qu'il serait judicieux de conclure un accord avec les États-Unis fondé sur le commerce et tout ce qui s'y rattache, et, vous savez, la paix pourrait en découler. De l'autre côté, il y a Sergei Lavrov, qui est, disons, plus critique à l'égard de cette perspective. Comment voyez-vous cette division? Ou pensez-vous qu'elle est exagérée? Et puis de l'autre côté de Lavrov, les militaires parleraient apparemment de lancer une frappe, quelque chose comme sur Londres ou Paris, un type de frappe un peu différent. Et je ne plaisante pas d'ailleurs. Écoutez, il n'existe pas de gouvernement monolithique, nulle part, jamais. Il y aura toujours différentes factions, toujours des gens avec des points de vue différents. En réalité, il faut s'inquiéter si vous dirigez un gouvernement qui ne reflète que votre propre vision. Là, vous avez un problème, un sérieux problème. Donc, je pense que tout cela est exagéré. Il n'y aura pas de révolution, ni de coup d'État, ni rien de ce genre. Il y a un débat, et certaines factions veulent une ligne plus dure. C'est en fait une bonne chose qu'elles s'expriment. Parce que quoi qu'il en soit, l'Occident doit se rappeler que la seule chose qui le maintient en vie, c'est la patience de Poutine. Et cette patience a ses limites, que cela plaise ou non. Il subit des pressions pour dire simplement « finissons-en de la manière forte, retirons les gants ». Honnêtement, si la Russie le voulait, elle pourrait transformer n'importe quelle ville ukrainienne en Gaza ou en Mossoul très facilement. Ces bombardiers lourds, ceux qui font de véritables tapis de bombes, n'ont pas encore décollé. Ils n'ont jamais été utilisés jusqu'à présent. C'est d'ailleurs quelque chose que les Européens ne semblent pas comprendre non plus. Si le combat avec l'OTAN commence, les gants seront retirés. Il n'y aura pas de « eh bien, vous savez, ce sont nos gens là-bas » ou quoi que ce soit de ce genre.
Non, ce sera simplement une destruction massive. Il n'est pas nécessaire que cela devienne nucléaire. Donc je pense que de ce point de vue, c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs opinions. Et il y en a évidemment. Comme je l'ai dit, je ne crois pas à un coup d'État ou quoi que ce soit de ce genre. Et l'Occident ferait bien de prier très fort pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Car s'il y en a un, ils verront leurs grands rêves se transformer en pire cauchemar. Ils auront cette guerre et ils mourront. Ils ne comprennent manifestement pas avec quoi ils jouent, mais nous verrons bien. Et l'Occident pousse les Européens du Nord autour de la mer Baltique. Il pousse fort pour déclencher une guerre, évidemment. Oh, nous allons bloquer tout le trafic russe. Eh bien oui, c'est un acte de guerre. Donc quand ces pétroliers passent avec des marines armées, avec des manpads à bord, prêts à abattre vos hélicoptères, quoi, vous allez couler le pétrolier? D'accord, c'est un acte de guerre. Et quand il a une escorte de destroyers, surtout s'il passe, disons, entre le Danemark et la Russie, cette zone est facilement couverte par l'aviation et les tirs de missiles russes, notamment depuis Kaliningrad. Oui, vous allez très vite vous réveiller avec une très mauvaise surprise. Jusqu'à présent, ils se sont retirés chaque fois que des forces militaires russes sont apparues. Leur bravade s'est évaporée très vite, comme avec les Estoniens, quand le Su-35 est arrivé entièrement armé. Espérons que ce n'est qu'un chihuahua qui aboie. Mais s'ils décident qu'ils sont une meute de chihuahuas, nous sommes grands et méchants, nous allons affronter l'ours. Eh bien, l'ours va se faire un petit dîner. Du dorado frais. Je veux dire, l'Estonie, si tu regardes l'Estonie, probablement la moitié de la population est russe, étant donné que la plupart des jeunes Estoniens ont des passeports estoniens et ont quitté le pays, même s'ils sont encore comptés dans le recensement. Et les Russes, même si des villes comme Narva font partie de la Russie depuis le Moyen-Âge, ont un excellent passeport, mais ne peuvent aller nulle part, donc ils sont coincés là. Alors tu regardes des endroits comme ça, tu veux vraiment déclencher une bagarre, tu as affaire à des gens vraiment stupides. Tu as affaire au capitaine Estonie. Tu as vu cette photo de Kaja Kallas? Oui, non. Enfin, elle nous avait promis qu'elle commencerait à lire des livres et à devenir plus intelligente. Donc elle en est déjà aux comics Marvel. Alors j'ai confiance en elle. Elle finira bien par arriver à la bonne littérature, tu vois. J'ai vu un reportage dans les médias disant que les Russes envisageraient de l'enlever. Et je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Je crois que c'est de Napoléon. Ne jamais interrompre un ennemi qui fait une erreur. Mais elle, c'est une erreur ambulante et parlante. Alors pourquoi l'enlever? Pour empêcher l'UAB de profiter de toute cette brillante analyse et de ses idées. Rien de tout cela n'a de sens. Je veux dire, je suis sûr que les Russes sont contents qu'elle soit là. Elle ne rend certainement pas service à l'UAB. Le problème avec le fait de l'enlever, c'est qu'elle est facile à trouver. Il suffit de chercher la zone où le QI chute brutalement. C'est là qu'elle se trouve. Elle est au centre de ce trou noir du QI. C'est un peu comme « Merci, nous sommes tous devenus plus bêtes. S'il te plaît, tais-toi. Que Dieu ait pitié de ton âme. » Tu vois? C'est parfois difficile à croire que tout ça soit réel, tu sais. Mais oui, c'est qui maintenant le responsable de la politique étrangère? C'est le meilleur qu'on ait pu trouver. C'est très étrange, parce qu'à travers l'Europe, il y a beaucoup de gens compétents, comme aux États-Unis. C'est là qu'on trouve les Meir Shimer, les Stephen Walt, des gens intelligents, et on se retrouve avec ce genre d'idiots baveux. C'est très triste, mais ça rejoint un peu ton point précédent. C'est souvent comme ça qu'on voit que, oui, c'est la médiocrité qui remonte à la surface. Ce n'est pas un bon signe de notre époque. Enfin, je sais que tu as un emploi du temps très chargé aujourd'hui, alors je vais te laisser. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps.
let you go. And thank you very much for taking the time. Très bien. Merci. Merci Glenn. Toujours un plaisir. Prends soin de toi. Take care.